bad seats. Not bad seats at all. Together dancing cheek to cheek. Bonjour et bienvenue à la nouvelle web émission de Popcorn et Bande Culte au Ciné. Alors Guillaume, pourquoi Culte au Ciné ? Parce qu'à Popcorn et Bande, nous aimons regarder nos films cultes dans un lieu de culte que nous appelons la salle de cinéma. Alors oui, chez Popcorn et Bande, le cinéma est une affaire de rituel. Donc chaque film a son rituel pour chacun. Pour certains, ce sera la salle de cinéma et son popcorn. Pour d'autres, ce sera être chez soi avec son home cinéma, la pizza et la bière entre potes. À consommer avec modération, cela va de soi. Bien sûr. Et enfin, il y avait un ancien rituel qu'on peut peut-être encore trouver dans certains villages, qui est ou villes, pardon, qui est donc le fait de se perdre dans les rayons remplis de jaquettes des vidéoclubs. Bien, donc affaire de rituel, mais pour nous, il n'y a qu'un seul lieu sacré, donc qui est la salle de cinéma. Le temple, effectivement. Parce que disons que de la même manière que les personnes religieuses, croyantes, peuvent prier chez elles ou bien regarder la messe le dimanche matin sur France 2, elles ont toujours besoin de se réunir dans un lieu, de vivre leur culte dans le lieu dit de culte, que ce soit une église, une mosquée ou une synagogue. Pour nous, ce lieu de culte, c'est encore une fois la salle de cinéma. Alors la salle de cinéma, donc temple pour nous du rituel cinématographique. Exactement. Justement, aujourd'hui, on va revenir donc sur un film. Donc, parce que le but de notre émission, c'est quand même de revenir sur un film qu'on doit revoir en salle de cinéma et le pourquoi. Donc, un film de Franck Darabont avec un certain Tom Hanks qui s'appelle La Ligne Verte. Et si je ne me trompe pas, c'est la première adaptation de Stephen King par Franck Darabont. La deuxième, en réalité, deuxième. c'était Les Évadés qui a été adapté en 94 et La Ligne Verte date de 1998. 99, ouais, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc il y a eu Les Évadés, La Ligne Verte et enfin il y a eu The Mist. The Mist, effectivement, ouais. Et après on l'a retrouvé notamment sur un grand pilote d'une série qui s'est quand même très vite dégradée qui s'appelle The Walking Dead. Voilà, viré au bout de la première saison, à moins qu'il soit parti en claquant la porte, je ne sais plus, mais en tout cas, ça s'était pas bien passé. Voilà, puis il manque quand même vachement au cinéma. Il manque énormément au cinéma, c'est vrai. Alors, justement, on va revenir sur La Ligne Verte qui est justement, on parlait de lieu sacré, qui est justement une expérience filmique de la grâce. C'est ça, donc La Ligne Verte, comme son nom l'indique, ça parle d'une ligne verte. Habile. Qui est en l'occurrence la ligne du couloir de la mort d'un pénitencier américain qui se trouve dans le sud des États-Unis pendant les années 30 en pleine Grande Dépression. Et on va suivre en fait finalement un groupe de gardiens de prison qui sont assignés à cette tâche quelque peu difficile que de conduire les condamnés jusqu'à la chaise de leur châtiment. Et dont la vie va être complètement bouleversée le jour en fait où ils vont accueillir un pensionnaire hors du commun qui s'appelle John Coffey, un homme gigantesque qui est accusé du meurtre atroce de deux fillettes et qui a donc été condamné à mort et qui va donc passer ses derniers jours avec notre groupe de gardiens. Alors dans quelles conditions tu l'as vu ? Si je me souviens bien, tu l'as vu dans cette salle. Alors dans cette salle, mais donc c'était pas le même cinéma. Voilà, parce que nous sommes actuellement en train nous tournons cette émission Omega Ramaras, anciennement Ciné Movida, mais moi je l'avais vu anciennement le Palace du temps où le cinéma ne ressemblait pas encore à ce qu'il est aujourd'hui. Et La Ligne Verte, j'en ai un souvenir très particulier parce que effectivement nous on défend l'idée que chaque séance de cinéma qui marque en fait le spectateur a un contexte avant-après qui est solidement ancré dans le souvenir de cinéma. Et je crois très sincèrement en fait que les films ne te choisissent pas par hasard, que certains films ne te choisissent pas par hasard, te choisissent en fait, plus que tu ne les choisis. Et là en l'occurrence, je trouve que La Ligne Verte, pour moi, ça a eu un effet extrêmement cathartique en fait, par rapport à tout ça, parce que ça m'a permis d'expulser tout ce qui a pu se passer tout ça, voilà, dans un torrent de larmes qui m'a fait prendre conscience que j'étais un babtou fragile. Pardon, c'est pas bien de rire en plus. Je l'ai sur pellicule, il l'a avoué. Il l'a avoué. Voilà. You have to say it. You have to give the order. Justement, donc tu l'as vu dans cette salle. Donc tu l'as dit, le film
t'as provoqué un torrent de larmes. Mhm. T'avais utilisé un terme quand on a préparé l'émission, tu m'avais dit que ça t'avait pas fracassé, mais quasiment, quoi. Ouais, complètement. C'est-à-dire que en fait, je me souviens que à l'époque, le film avait été assez mal accueilli, ou en tout cas assez froidement par la presse française, Ce qui est pas étonnant. ce qui est pas étonnant parce que grosso modo, quand tu fais un sujet comme celui de raconter le couloir de la mort avec en fait en plus un personnage noir dans ce couloir-là pendant la Grande Dépression dans les années 30, si tu choisis de faire le pari de l'émotion avec ce genre de sujet plutôt que celui du propos politique à tout prix, tu te fais forcément démolir et là ça a pas loupé. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour Oui, Franck Darabont. il avait traité de tire-larme, si je me Ah, trompe pas. il avait eu droit à tout. Ouais. On disait tout à l'heure que c'était une expérience de la grâce. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, parce que en fait, moi, ce qui me reste en fait profondément de ce film, en fait, c'est cette idée que tu vas trouver de l'humanité en fait dans un lieu qui ne devrait pas en avoir, qui est le couloir de la mort. Et ce qui est très surprenant, c'est que la manière qu'il a de t'attacher à ce groupe de gardiens, c'est que ce ne sont pas des bourreaux qui sont là pour dispenser le châtiment, mais ils sont là pour soulager un peu la douleur, la peine et le fardeau de leurs pensionnaires. Ils sont vraiment au service en fait de leurs pensionnaires. Donc de la même façon que John Coffey soigne la souffrance de plusieurs personnages. Exactement. Et en fait, il y a un effet très thaumaturge en fait dans le personnage de Tom Hanks et dans celui de son groupe. Thaumaturge, c'est cette espèce de, comme tu dis, de grâce qui permet de soulager les peines et les douleurs en fait des indigents, des personnes malades, etc. Et il y a vraiment de ça en fait dans la ligne verte. Et c'est pour ça que tu choisis Tom Hanks dans l'absolu. On dépasse le protocole. Ah mais clairement, exactement. Ils sont très protocolaires dans le sens où c'est aussi leur professionnalisme qui leur permet sûr. de tracer une ligne stricte entre eux, leurs pensionnaires, les détenus, entre eux et leur métier. C'est une sorte de buvard en fait qui permet de filtrer un peu tout ça et qui leur permet aussi de garder cette humanité-là quelque part. Et moi vraiment ce qui m'avait frappé c'était ça, c'était que c'était un lieu humain, c'était un film qui se gorgeait d'humanité dans un endroit qui devrait être le repoussoir absolu pour tout humain normalement constitué quoi. Et tu prends un mec comme Tom Hanks pour jouer ce rôle-là, c'est pas par hasard quoi. Tom Hanks c'est vraiment le type qui peut te véhiculer une humanité vibrante partout où il se trouve. Et là en l'occurrence il est absolument parfait dans ce rôle effectivement. Et c'est vrai qu'il donne tous ces gardiens de prison donnent l'impression d'être des prêtres C'est qui ça, ouais. accompagnent les détenus, même s'ils ont bien sûr ils ont fait des choses affreuses, Mm. mais ils les accompagnent vers la mort en espérant leur donner un peu de grâce et de lumière. C'est clairement ça. Et quand tu dis prêtre, c'est assez intéressant parce qu'ils ont, comment dire, je dirais un mode de vie enfin, une allure qui a l'air assez ascétique, un peu comme des prêtres. C'est-à-dire que même le film l'est, c'est-à-dire que le 80% de l'action doit se dérouler dans deux ou trois On avait compté pièces. Vous avez le couloir de la mort, vous avez l'intérieur, Hanks. l'intérieur voilà, de la maison de Tom Hanks. Et voilà, vous avez encore 2-3 décors, mais vraiment pas plus quoi. Et du coup, cet ascétisme finalement de conception correspond aussi un peu à l'ascétisme des personnages en fait, qui sont très, comme on disait, très protocolaires, très cérémonieux. Ils tiennent vraiment en fait à la disposition du protocole et le personnage de Thomas est extrêmement à cheval là-dessus parce que pour lui, c'est vraiment justement ce qui permet de, comme tu dis, de conserver un peu de pudeur en fait sur ce qui est en train de se passer quoi. Sauf que là, nos prêtres vont devoir tuer un ange. Donc finalement, Un miracle. c'est un miracle même. Donc Ouais. ils vont devoir tuer ce en quoi ils croient. C'est-à-dire que pendant tout le film, les 3 exécutions sont toutes plus éprouvantes les unes que les autres. C'est-à-dire que chacune est difficile à traverser. Et même si Franck Darabont ne se positionne jamais politiquement ouvertement dessus, en fait, on finit par comprendre à la fin que, en fait, c'est peut-être la première fois qu'ils ont vraiment le sentiment de commettre un meurtre. Parce que John Coffey, je ne veux pas spoiler pour les gens qui l'ont vu, mais il y a quelque chose de pas net dans l'affaire de John Coffey. Et surtout par la nature extraordinaire du personnage, où là, on a vraiment l'impression même s'il le soulage, il soulage John Coffey, parce que Coffey, c'est quelqu'un qui a un fardeau énorme, en fait, à porter sur ses épaules. Son don est insupportable, malgré sa carrure monumentale, en fait. Il est profondément fragile et démuni par rapport à tout ça, et il le soulage d'une certaine manière, mais pourtant, il commet un meurtre vis-à-vis de la nature, en fait. Et c'est la première fois, en fait, qu'ils ont vraiment, je pense, à la fin, conscience de commettre un meurtre, et c'est ce qui, pour moi, est absolument clair, en fait, en termes de position. I'll tell you the truth, honey. I've done some things in my life that I am not proud of.
This is the first time I've ever felt real danger of hell. Justement, on a découvert, moi personnellement j'ai découvert le film en vidéo, donc en DVD, Laserdisc, puis après en Blu-ray. Je pense pour beaucoup on l'a découvert en vidéo. Pourquoi revoir La Ligne Verte au cinéma? Bah, pour plusieurs raisons. Je pense que, en premier lieu, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que La Ligne Verte, c'est pas un film qui se passe sur beaucoup de décors. Ce sont souvent des décors qui sont pas très grands, pas très larges, assez restreints finalement. Mais à mon avis, c'est un grand film, c'est une grande histoire dans un petit film en fait. Ouais. Et je pense qu'on a souvent tendance à dire, à raison d'ailleurs, que les grands espaces sont faits pour le grand écran de cinéma qui permet de leur donner toutes leurs dimensions. Je pense que dans La Ligne Verte, en fait, ces faux petits espaces en fait prennent toutes leurs dimensions dramatiques à l'écran, et ça aide vraiment à comprendre que c'est pratiquement le théâtre d'une tragédie et voilà, d'une histoire qui dépasse et qui va submerger les personnages et les spectateurs. Donc quand on a préparé tout ça, tu m'expliquais qu'il y avait les... En fait, finalement, c'était aussi presque une métaphore, une allégorie de ce qu'est l'univers de King, c'est-à-dire des énergies qui débarquent dans notre Clairement. réalité. Donc revoir La Ligne Verte sur grand écran, c'est aussi ça. C'est clairement ça en fait, c'est que comme on va avoir ces personnages en fait qui vont voir leur monde matériel reconnaissable, identifiable par les spectateurs, parce que c'est finalement un film très réaliste, La Ouais, Ligne bien Verte sûr. dans ce sens-là. C'est de la même manière qu'ils vont voir leur réalité se fissurer un petit peu avec le personnage de John Coffey. Et bien nous, en tant que spectateurs, en fait, le voir sur un grand écran de cinéma, dans une salle où on est déjà dans un sas en fait qui nous mène vers une autre réalité, eh bien, on va vraiment pouvoir être submergé en fait de l'humanité et de cette énergie que va nous apporter ce personnage de John Coffey, Qui est énorme, qui dépasse l'écran. qui est énorme et qui dépasse l'écran. Et Même si l'acteur n'est pas si grand. voilà, c'est ça, c'est que Michael Clark Duncan, même si enfin, en l'occurrence, paix à son âme, mais c'est vrai que le mec était une montagne absolue, mais il n'est pas si grand que ça. Il fait à peu près ma taille, ce qui est déjà pas mal, mais finalement, il a l'air beaucoup moins immense qu'il ne l'est en fait en réalité. Et quand on le voit effectivement, comme tu le dis, sur un grand écran, on a l'impression que même l'écran est trop petit pour lui, quoi. Ça nous aide vraiment à prendre conscience quelle force de la nature colossale en fait il est, quoi. D'accord. Bon, bah, je pense qu'on peut du coup terminer sur La Ligne Verte pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une deuxième émission. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un barbare qui s'appelle Conan pour la prochaine donc. Effectivement. Et on vous encourage surtout, c'est à enregistrer des petits messages de 1 à 2 minutes sur notre Messenger, donc sur notre page. Vous allez sur notre page, vous nous envoyez un message et donc vous enregistrez vocalement et vous nous racontez un petit souvenir de cinéma. Donc un souvenir bien sûr qui vous a marqué dans l'idéal, hein, dans le pire et comme dans le meilleur, j'ai envie de dire. Parce qu'on raconte souvent le meilleur, mais le pire peut être très bien. Moi, j'aime bien le pire. On aime le pire. Ici. Voilà. Donc, on se quitte là-dessus et on se retrouve à très vite. À très vite. Salut Popcorn Reborn, c'est Maxime. Alors comme vous le savez, je suis fan de l'univers Marvel depuis que j'ai 6 ans. Et j'étais comme un fou quand je suis allé voir la première séance d'Avengers Infinity War. C'était à l'UGC Cité Bercy. En 2018 forcément. Et donc la salle était remplie. On avait dû réserver quelques semaines à l'avance. On était 5 amis tous ensemble. Mais ce jour-là, on a vraiment eu l'impression de communier en fait avec des centaines d'inconnus. Je pense qu'on a tous vibré, on a tous applaudi en symbiose pendant les moments clés de cette conclusion du Marvel Cinematic Universe. C'était vraiment complètement dingue. Le cinéma en fait c'était devenu une vraie salle de spectacle vivant, quoi. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup aujourd'hui.